temps comme ça. Alors la vision juste, c'est un très très gros chapitre par rapport aux autres. Les autres ils sont tout petits parce que c'est des chapitres plus pratiques, mais la vision juste c'est vraiment toute la théorie, philosophie derrière le bouddhisme. Et du coup la science est en plein dedans, donc il y a plein de trucs à dire sur le plan scientifique aussi là-dedans. Et c'est hyper intéressant et hyper important parce que c'est la base pour sortir de l'ignorance et commencer à faire des actions, des paroles, des pensées qui nous amènent vers le bonheur et qui nous sortent de la souffrance. La vision juste, selon le bouddhisme, c'est de comprendre certains aspects de notre existence humaine. Le premier aspect, c'est qu'il y a une réalité absolue et il y a une réalité relative. Et c'est très très important de comprendre la différence entre les deux et on va l'explorer en détail. Le deuxième aspect, c'est que le monde est impermanent, c'est-à-dire qu'il ne fait que changer sans arrêt. Et entre le début de votre visionnage de cette présentation et la fin, il se sera passé un certain temps avec des milliers de cellules qui sont mortes, la Terre a bougé dans l'espace, elle a tourné autour d'elle-même, notre galaxie s'est déplacée, il y a des personnes qui sont mortes, il y a des personnes qui sont nées, il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes de changements qui se produisent à chaque seconde dont on n'a pas conscience. Troisième aspect, c'est que tout est interdépendant. Et le bouddhisme va aller très très loin là-dedans. Tout est interdépendant. Et du coup, les objets, comme on les conçoit, une boîte, un verre, mon corps, ma maison, ben en fait, c'est lié à des tonnes et des tonnes d'autres causes qui fait que on sort de l'idée de l'objet. On va développer ça en détail. La vision juste, c'est la vision par rapport à la souffrance et les 4 vérités du Bouddha. La souffrance existe, la souffrance a des causes. Si on stoppe les causes de la souffrance disparaît. Et il y a des exercices qui permettent de sortir de la souffrance et d'atteindre du coup un état d'esprit calme, tranquille, serein, qui est l'état d'esprit éveillé. Et du coup, c'est le bonheur. Donc, les pratiques qui mènent à l'extinction de la souffrance. Ok, on y va pour la vision juste. On commence direct, réalité absolue, qui est quelque chose dont on ne parle pas du tout en science actuellement, ni tellement dans la vision occidentale, où on décrit beaucoup la réalité relative, mais les bouddhistes, eux, parlent de réalité absolue. Pour eux, la réalité absolue, c'est la seule réalité qui existe vraiment et elle contient absolument tout. Il n'y a rien qui n'est pas contenu dans cette réalité. Donc tout ce qui existe dans l'univers, dans le fonctionnement de l'univers comme il est, toutes les planètes, l'espace, la lumière, le soleil, les êtres, les pensées, toutes ces choses-là, ça existe dans quelque chose, c'est difficile à décrire parce que il n'y a pas vraiment de concept là-dessus, mais quelque chose de beaucoup plus grand que ce que nous, on est capable de voir et beaucoup plus important. Ça se rapporte au niveau religieux de cette notion plutôt de Dieu et de l'infini des choses, de l'infini de Dieu qui contient tout. C'est probablement le même genre d'idée au niveau de la réalité absolue bouddhiste comme ça. Alors, la réalité absolue, elle sort du cadre conceptuel. Et c'est ça qui est difficile pour le côté occidental et scientifique, mais disons, je pense pour tous les êtres humains, c'est qu'on ne peut pas s'en faire une idée avec notre intellect. Et elle est en dehors de ce que notre esprit il est capable de concevoir. Ça veut dire que on peut réfléchir à la réalité absolue en disant, ok, là il y a la limite de ce que je peux concevoir, et après elle est derrière. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Comme on peut se dire, pour la mort, il y a la mort, c'est la fin de l'existence, disons, du corps vivant, comme ça, et je ne sais pas ce qu'il y a derrière. C'est le même principe pour la réalité absolue et relative. Donc on peut travailler sur le relatif pour trouver la bulle, les limites dans lesquelles notre esprit et notre conception relative est capable de voir, de comprendre des choses, et il y a quelque chose en dehors, cette bulle de connaissance relative ou d'expérience relative, elle est contenue dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de plus grand.
Alors si on essaye de donner des exemples de la réalité absolue, ce qui n'est pas possible, mais disons des exemples de la limite de la réalité absolue. Il y a quelques expériences au niveau scientifique qui commencent à pouvoir toucher cette limite. Par exemple, l'expérience des fentes de Young, je vous la repasse juste après, qui montre qu'un électron, ça peut être soit une particule, dans le sens une petite bille, soit une onde comme des vagues. Et qu'en fait, il est les deux à la fois. Donc en même temps, c'est une petite bille, en même temps, c'est une vague, mais sa forme finale, elle est définie par l'observateur. Si on cherche à montrer que c'est une bille, ben ça va prendre la forme d'une bille. Si on cherche à montrer que c'est une vague, ça va prendre la forme d'une vague. Et du coup, dans la physique quantique, on commence à pouvoir voir l'effet de l'observateur que les bouddhistes décrivent depuis longtemps sur des particules slash ondes extrêmement petites au niveau de la matière. Et il y a un autre aspect de la physique quantique qui nous parle de cette réalité absolue, c'est qu'il y a un phénomène qu'on appelle l'intrication quantique, c'est-à-dire qu'il y a deux particules qui sont liées, quelle que soit la distance, qui peuvent être liées à des milliers d'années-lumière, ça fait beaucoup de kilomètres. Et si vous changez par exemple le sens de rotation de une de ces particules, l'autre immédiatement, pouf, elle change de sens de rotation instantanément, sans qu'il y ait pu y avoir de transmission d'informations quelque part. Donc c'est comme s'il y avait une liaison invisible, instantanée, entre des particules de l'espace, quel que soit l'espace. C'est hyper bizarre, hyper déstabilisant comme ça. Alors, il y avait un super petit documentaire d'Arte sur la physique quantique qui explique vachement bien ces trucs-là et qui montre plein d'expériences visuellement. Vraiment, je vous encourage à le voir. Il est vraiment super et ça donne plein d'idées comme ça. Et je vous mets également une petite animation sur l'expérience des fentes de Young pour que vous puissiez vraiment vous voir. Il n'y a pas d'audio, il y a juste un petit texte qui défile comme ça et qui explique ça. C'est hyper bizarre et de nouveau très déstabilisant. Donc ça, c'est la partie absolue, c'est la réalité qui contient tout. Et dans cette réalité qui contient tout, il y a réalité relative. On pourrait se représenter ça comme la feuille d'un dessin, par exemple. La feuille, elle contient tout le dessin, mais dans la feuille, il y a certains éléments du dessin. Il y a peut-être un petit lapin, une maison, un arbre, une rivière qui ont été dessinés, qui sont des éléments relatifs, finis, comme ça, observables. Mais la feuille, c'est quelque chose de plus large et ça contient d'autres choses. Donc la réalité relative, elle est séparée de la réalité absolue, mais c'est une séparation qui est uniquement mentale, qui est uniquement là pour réfléchir à ce qui est relatif et à ce qui est absolu. Et du coup, il n'y a rien de séparation physique. Tout ce qui est relatif est dans quelque chose de plus large et plus grand. Tout ce qui est sur le dessin est dans la feuille. Mais en réfléchissant, on peut dire, dans le dessin, il y a la maison, la rivière, le lapin, l'arbre. Et ça, c'est des concepts. Des concepts, c'est des idées et qui nous permettent de décrire certaines choses et ça peut être très utile pour le fonctionnement du monde et ça peut aussi créer beaucoup de souffrance. Donc la réalité qui est saisie par les perceptions de nos 5 sens, par notre esprit, tout ça c'est dans le relatif. Donc tout ce que nous on voit, tout ce que nous on entend, tout ce que nous on sent, toutes nos idées, toutes nos réflexions, tout ça c'est relatif et tout ce qui touche à notre pensée et à notre corps est uniquement dans une bulle. Et c'est tout le travail du bouddhisme de prendre conscience de ça, de prendre la conscience des limites de notre bulle et de tout ce qui fait qu'on reste dans notre bulle, qui peut créer beaucoup de souffrance, et comment on trouve un état d'esprit plus large, plus stable, dehors de la bulle. Donc c'est la réalité dans laquelle on vit, c'est la réalité relative, dans laquelle, là je suis en train de vous parler, avec des images, avec la vidéo, avec ma voix, tout ça c'est du relatif et c'est contenu dans quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Et ce relatif, il est lié à la dualité, donc le côté binaire du monde. Il y a un observateur
qui observe un objet. Et ça, c'est le cadre conceptuel de la science, mais c'est le cadre conceptuel du bouddhisme. Et la science se concentre sur l'objet, et le bouddhisme se concentre sur l'observateur. Et du coup, quand on met les deux ensemble, ben on a vraiment une vision globale et très large qui est hyper intéressante. Et c'est pour ça que ces deux choses sont liées dans cette présentation. Donc on vit dans une dualité, et la science et le bouddhisme se placent dans ce cadre, comme ça, conceptuel. Mais le bouddhisme va un cran plus loin en disant, au-delà du cadre relatif, il y a quelque chose d'autre qu'on va appeler réalité absolue, qui est en dehors de ça, et dans laquelle la souffrance disparaît. Et l'état d'esprit calme, tranquille, du bonheur est présent. Donc on est dans cette dualité-là, et c'est cette dualité qui crée le désir. Je veux des trucs, mais je ne les ai pas. J'ai des choses et j'ai peur de les perdre, ou je ne veux pas de ça et je le rejette. Et on est constamment entre le noir et le blanc, dans des mouvements mentaux de pensée, mais physiques aussi. Tout notre circuit est câblé avec soit je mets de l'électricité dans notre cerveau, soit je l'éteins. Et du coup, on gère tout en on et off. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement de l'esprit et du corps. Réalité relative. Si on donne quelques exemples, théorie de la relativité d'Einstein, comme ça. Le temps et l'espace, qui pour nous peuvent nous paraître comme ça assez fixes, ne forment qu'une seule entité. Et c'est la même chose, mais vue sous des concepts, des idées différentes. Et la gravitation influence la perception du temps. Et du coup, l'espace peut se courber en fonction de la masse. Donc c'est le temps, l'espace, tous ces trucs qui nous paraissent, nous, très fixes et très figés, ben en fait, dans la réalité, sont beaucoup plus souples et beaucoup moins rigides comme ça. Et on peut transformer le temps en hypnose, on le sait depuis longtemps. Dès qu'on fait de l'hypnose ou dès qu'on médite, la notion du temps et de l'espace, elle est complètement... elle disparaît au niveau de l'esprit. On peut avoir l'impression d'avoir fait 5 minutes de séance et on a fait 1 heure, ou d'avoir fait 1 heure, on a fait 5 minutes, d'être ici et en même temps à un autre endroit, ou à 3 autres endroits à la fois, et on est vraiment dedans, on est là-bas. Donc l'espace, le temps, c'est vraiment des choses qui sont pas si rigides et beaucoup plus souples, beaucoup plus fluides que ce qu'on croit. Alors dans le bouddhisme et dans la science, on y arrive aussi maintenant, c'est que la réalité relative, elle est illusoire. Illusoire dans le sens que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit n'est pas la vérité, c'est juste des interprétations de la réalité, un peu comme si on était dans un casque virtuel comme ça. Et l'illusion de la réalité, elle est due aux milliers de filtres d'interprétation qui vont sans arrêt déformer toutes nos sensations, perceptions, nos pensées. Donc ça, les neurosciences nous ont énormément aidé à comprendre ça sur le plan physique ces dernières années. Et les bouddhistes, eux, ont cette connaissance-là d'une manière logique depuis plusieurs milliers d'années. Et l'illusion, elle est due à la création de nos concepts, c'est-à-dire des objets qui sont fixes. Par exemple, ma main, un crayon, un arbre, une table. Et cette perte de notion que toutes les choses sont interdépendantes comme ça et sont sans arrêt en transformation impermanente. L'autre chose qui maintient l'illusion, c'est l'interprétation du cerveau que le cerveau va faire pour combler le manque d'informations, parce qu'il ne peut pas tout analyser du monde. Donc, il va faire plein d'approximations, plein de probabilités en fonction de ce qu'il pense être le plus correct, le plus probable. Et du coup, tout ça, c'est des informations qu'ils inventent et qui créent toute une partie de notre réalité relative. Et les autres choses qui peuvent créer l'illusion, c'est par exemple nos habitudes ou alors nos croyances qui vont nous empêcher de voir d'autres possibilités. Et du coup, on reste dans ce côté ignorant qu'on pourrait faire ou voir les choses d'une autre manière. Donc tout ça, c'est des choses qui maintiennent la réalité relative et qui fait
qu'on a l'impression que c'est vrai. Et que nous, on a dit quelque chose et que c'est vrai, et que l'autre a dit quelque chose et que c'est un idiot parce que ce qu'il a dit, c'est complètement faux. Mais chacun voit le monde différemment. Et si on met une fleur et 1 million de personnes autour, chacun verra sa fleur différente. Et la fleur existe à 1 million d'exemplaires différents dans les différents cerveaux comme ça. Et là, on est dans le relatif. Et si vous voulez reprendre ça sur un point de vue neuroscientifique, allez voir toute la partie sur la conscience et les neurosciences et l'hypnose. Ça explique vraiment très très bien tout ça, où en est la science dans cette compréhension de la relativité de l'esprit. Et franchement, on rejoint, mais alors pile, ce que les bouddhistes expliquent depuis longtemps par l'analyse logique et l'expérimentation de l'esprit. Il y a aussi 2 autres conférences qui sont super. Cerveau, la semaine du cerveau, la 2023, juste une illusion, conférence des HUG, c'est génial, c'est sur les illusions et le cerveau. Et une autre qui est, je pense, ma préférée, le cerveau fait son monde, l'illusion de la réalité. Le présentateur, il est tellement bien et il montre vraiment comment nos illusions de la réalité fait que dans la communication, on impose plein de trucs aux gens et on voit les choses de manière totalement différente et tous les milliers de problèmes de communication que ça peut engendrer. Donc ça, c'est pour le côté scientifique et neuroscientifique et ça va vous apprendre plein de choses. Maintenant, si on reprend très brièvement ce qu'il y a dans le côté de la conscience, juste quand on regarde ces cercles, on a l'impression qu'ils bougent et on a l'impression que ça fait une spirale, alors qu'en fait les cercles sont indépendants, mais notre cerveau reconstitue comme s'ils étaient liés et il nous donne l'illusion du mouvement alors qu'ils sont fixes. Ou si on met cette illusion d'optique de ce monsieur, là vous voyez probablement 4 ronds, mais si vous étiez en face de cette forme, vous verriez 4 pointes. Puis du coup, vous pouvez gueuler contre la personne en face de vous dire que c'est un imbécile parce que lui, il voit 4 pointes et une forme en étoile, alors que vous voyez 4 ronds et que c'est évident que c'est des ronds et pas des pointes, mais pour lui, en face, c'est évident que c'est des pointes et pas des ronds et il vous trouve tout aussi imbécile. Et tout ça, c'est parce que notre cerveau fait des reconstructions sans arrêt, des milliers d'approximations de probabilités de notre réalité intérieure, qui est totalement différente de celle des autres. Et qui est totalement différente de la vérité absolue, qui est encore autre chose. Au niveau du cerveau, j'ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne des perceptions mentales, par exemple de la douleur, qui est composée des sensations, des émotions, de l'anticipation, du système de la récompense, de l'attention, la mémoire, le contexte, le soi. Et tout ça, c'est des grands circuits qui ont été utilisés par l'évolution parce qu'ils amenaient une meilleure survie et du coup ils ont été sélectionnés et en fait tous ces circuits fonctionnent de manière inconsciente, ils captent l'information physique extérieure, l'information intérieure, il y a des milliers de filtres d'interprétation, donc ça c'est pour le côté externe, mais tout le reste c'est du traitement interne par le cerveau pour essayer de trouver qu'est-ce qui est le plus probable, qu'est-ce qui est du coup le plus dangereux et qui va nous permettre de mieux survivre. Et quand on a l'expérience de la douleur, on se cogne le pied dans la table de nuit, par exemple dans le coin, la douleur qu'on ressent, elle a été transformée par des milliers d'autres choses avant qu'on la ressente, et selon le contexte, selon notre humeur, selon le temps, selon l'attention qu'on y porte. Tout ça, ça change l'expérience de la douleur et on commence à vraiment bien le connaître au niveau neuroscientifique maintenant, mais surtout c'est utilisé dans l'hypnose depuis déjà le début de l'hypnose, vu qu'on créait ces hypnoses pour pouvoir opérer les gens sans qu'ils aient mal. Donc on savait déjà que ça marchait, on ne savait pas comment, mais on savait déjà que ça marchait. Les bouddhistes utilisent ce même genre de travail dans leurs exercices depuis un peu plus longtemps juste. Au niveau des perceptions, si on regarde qu'est-ce que nous dit la marche vers l'éveil d'un point de vue bouddhiste, nous dit en réalité, les objets existent autrement. Ce sont des images purement psychiques. Et les neurosciences sont d'accord avec ça. Quand vous voyez une fleur ou un arbre, ce n'est pas le vrai arbre que vous voyez. C'est uniquement ce qu'il y a dans votre cerveau. C'est l'arbre de votre cerveau que vous voyez, de votre esprit.
Mais vous mettez 1 million de personnes autour de cet arbre et ils verront 1 millier d'arbres différents selon le point de vue, l'angle, la lumière, qu'est-ce qu'ils ont comme mémoire des arbres, qu'est-ce qu'ils anticipent de cet arbre. Il y en a, ils pourraient faire une belle je sais pas, commode, les autres, ils voudraient le faire brûler, l'autre, il voudrait avoir des fruits parce qu'il a faim. Donc chacun, il colle ses propres représentations. Et en fait, on ne pourrait pas savoir ce que c'est l'arbre réellement, c'est juste une image. Comme si on était dans un rêve, c'est exactement la même chose. Nous ne contestons pas que les perceptions de la vue, de l'ouïe ou de la conscience sont réelles. Elles existent dans la réalité relative. Mais qu'elles existent réellement dans la réalité absolue, ça c'est une idée que nous voulons éliminer comme étant la cause de la souffrance. Donc l'idée derrière, c'est que les perceptions nous donnent une interprétation de la réalité absolue, mais ça reste vraiment quelque chose de très 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 petit par rapport à l'immensité de ce qu'on pourrait être capable de percevoir. Donc il n'y a pas de vérité en soi dans nos perceptions. On peut les changer, on peut les transformer, on peut les augmenter, les diminuer, les mettre à gauche, les mettre à droite, dans un bras, dans une jambe, dehors, à l'extérieur, dans le temps. Tout peut être changé parce que c'est relatif. Et la conscience de soi,